Bienvenue dans la journée de sensibilisation à l'égalité, la diversité et l'inclusion de l'audiovisuel dans le cadre de la journée porte ouverte de l'EMC. Aujourd'hui, on va parler de l'inclusion des personnes en situation de handicap dans l'audiovisuel, bien évidemment. Et pour en parler, nous avons le plaisir d'avoir avec nous Eric Kanda. Bonjour Eric, tu peux te présenter? Je suis donc un professionnel de l'audiovisuel depuis plus de 40 ans, opérateur de prise de vue, assistant réalisateur, issu d'une famille d'audiovisuel et d'ouvriers du spectacle depuis 3 générations. On Donc entend de la né dans le balle. Seine-Mailly, tout à fait, un enfant de la balle, diplômé des grandes écoles, qui a eu la chance effectivement de travailler auprès de grands directeurs de la photo, oscarisés, césarisés, qui a eu un début de carrière, plutôt, très très prometteur. Et il y a, une trentaine d'années, je me suis retrouvé en situation de handicap avec une spondylarthrite ankylosante, qui est une maladie, avec une infection chronique de l'ensemble des articulations et qui m'empêchait effectivement de faire correctement mon métier, d'opérateur de prise de vue. Je ne pouvais plus tenir une caméra sans tétaniser. La sanction était, sans appel, surtout dans des métiers effectivement qui sont liés principalement à l'intermittence, du spectacle. C'est que je n'étais plus compétent effectivement pour faire ce métier. Mmh. Donc j'ai été, blacklisté, évincé effectivement du métier, alors que, bah, j'avais toutes les qualités qu'il fallait a priori avant ça. Et tu ne savais Mais plus faire ce métier-là parce que tu étais handicapé par ta maladie, c'est ça? tout à fait, Oui. tout à fait, tout à fait. Et donc, ben, s'ensuit une grosse période forcément, où on ne sait plus trop où on en est et puis une grosse période de dépression, où on est plutôt, au fond du trou. Et ce qui m'a profondément sauvé, c'est vraiment les outils de l'audiovisuel. J'ai eu une grande chance de rencontrer une personne qui s'appelle Yves Lavandier, qui est la personne qui a vulgarisé dans le monde, la dramaturgie, et je me suis, approprié son travail. D'abord dans l'écriture en travaillant comme, script doctor. Je me suis rendu compte que je reprenais pied dans mon métier de cinéaste et surtout confiance en moi, sans quoi j'avais totalement perdu. Et je me suis rendu compte effectivement à ce moment-là, qu'on avait des outils dans nos métiers qui étaient formidables pour reprendre pied et surtout que si c'était possible pour moi, eh ben, ça serait possible effectivement sans aucun doute pour d'autres personnes. Et je me suis renseigné effectivement de ce qui existait dans nos métiers, ce que j'avais un peu fait effectivement aussi à l'époque par rapport aux personnes en situation de handicap et rien n'existait, rien du tout. Mmh. Aujourd'hui, ça reste encore très compliqué effectivement de trouver quelque chose et j'ai créé une association, l'association Ectopro, qui est connue aujourd'hui à travers le dispositif, JARIS, pour, journalisme audiovisuel, responsable, inclusif et solidaire, qui est le principal dispositif de formation et d'inclusion professionnelle de personnes en situation de handicap dans les métiers du journalisme, de l'audiovisuel et du cinéma. Ça fait aujourd'hui 20 ans que ça existe et c'est pratiquement 300 personnes qu'on a accompagnées, non sans difficulté, et aujourd'hui 250 personnes à peu près qui sont dans le métier, qui sont professionnalisées, mais avec, bah, ouais, énormément de difficultés pour continuer à exister et pour continuer à faire exister ce public dans ces métiers-là puisque, on a réussi à passer le pas pour un public qui n'avait pas accès effectivement, à ces corps de métier, qui n'avait pas accès aux études supérieures. 73 des personnes en situation de handicap n'ont pas le bac, même si elles en ont les compétences. Mmh. Donc, on est dans des métiers qui sont très, très élevés d'un point de vue, études, et d'un point de vue, niveau scolaire. Qui n'avaient pas accès à la parole publique, surtout à travers ce qu'on fait, à travers les métiers du journalisme. C'était accès à la parole publique et puis parler effectivement de ce public, de ces personnes et de ce rapport à ces métiers et puis bien évidemment accès à l'emploi, ce Mmh. qui est indispensable dans un secteur d'activité qui est la dernière industrie en France en taux d'emploi de personnes en situation de handicap. Le fameux 6 qu'on doit atteindre, ils sont de manière nationale à hauteur de 3,5. Dans nos métiers, ils sont à 1,5. Comment tu expliques ça? L'intermittence du spectacle est principalement effectivement la difficulté,
à laquelle nous, on s'attache en préparant notre public, mais aussi en essayant de préparer les entreprises à cette précarité supplémentaire pour ce public. Et puis la méconnaissance qu'il y a aussi et les idées reçues qu'on continue à avoir, nous, dans nos métiers qui pourtant devraient être exemplaires, devraient avoir une vision sur le monde qui devrait être beaucoup plus humaniste. On a tout de suite peur, effectivement, d'une situation de handicap. On l'attribue très vite à une situation physique, donc en parlant de personnes à mobilité réduite ou de personnes sourdes ou malentendantes ou de personnes malvoyantes. Il faut savoir que ces handicaps-là représentent 12% de l'ensemble des situations de handicap. Les majorités de personnes qu'on est appelé à accompagner sont des handicaps psychiques, sont des handicaps mentaux. On accompagne de plus en plus des personnes avec des troubles du neurodéveloppement, des personnes qui sont dans le champ des dyspraxies, des dysphrasies, mais aussi dans le champ de l'autisme. Mais du coup, ces personnes-là, comment on fait pour les accompagner à l'emploi dans nos métiers, en fait, de l'audiovisuel? On a trouvé effectivement un schéma pédagogique, j'en parlais tout à l'heure. Le journalisme, déjà, est un outil qui est formidable comme un outil de développement personnel. Nous, dans ce qu'on a mis en place, on est le déclencheur. On va être préqualifiant. C'est aussi un manque de difficulté qu'on a, c'est d'être reconnu effectivement à travers le travail qu'on fait. C'est-à-dire de dire ce public-là qui a un manque de confiance en soi, à qui on a dit vous n'auriez pas votre place dans ces métiers-là, a besoin d'une étape très qualifiante qui va lui faire comprendre, en fonction de sa situation de handicap, on a un accompagnement qui est totalement personnalisé en fonction de la situation de handicap de chacun, qui va pouvoir fonctionner dans ces métiers à partir du moment où sa situation de handicap devient un atout et pas un obstacle. Et donc le journalisme va lui permettre effectivement, comme on est en train de le faire, de pouvoir être dans la position de l'interviewer, donc dans la position de pouvoir découvrir l'autre, de pouvoir s'ouvrir, de pouvoir avoir accès, comme je disais tout à l'heure, à la parole publique. La prise de vue va lui permettre effectivement aussi d'être en découverte sur le monde, d'être pouvoir effectivement aussi s'exprimer à travers l'image. Et surtout, où il y a une force extraordinaire, c'est dans la dramaturgie. La dramaturgie est essentielle à l'ensemble de la pratique de nos métiers. La dramaturgie, c'est maîtriser un récit, c'est maîtriser une histoire. Et pour faire simple, effectivement, dans la dramaturgie, on a un protagoniste qui a un objectif et pour atteindre cet objectif, il va rencontrer des obstacles. C'est ces obstacles qui vont créer l'empathie chez le spectateur. Par exemple, si on est en train d'être filmé actuellement, si avant de s'être assis ici, on avait vu quelqu'un poser une bombe sous la table, le spectateur, effectivement, qui serait là en nous voyant discuter ensemble, aurait un autre intérêt par rapport à ce qu'on est en train d'échanger, ce sur quoi on est en train d'échanger, en disant qu'une chose, attention, attention, il y a une bombe. Qu'est-ce qu'on fait, nous, par rapport à notre public? Et dès la première semaine de l'accompagnement qu'on leur donne, c'est de les mettre dans la situation dans laquelle ils sont, protagonistes de leur propre histoire, avec le même objectif commun qu'ils ont, c'est de se professionnaliser dans les métiers du journalisme, de l'audiovisuel, du cinéma, et à eux de définir à travers des portraits audiovisuels, des portraits croisés, des autoportraits, quels vont être les obstacles qu'ils vont rencontrer effectivement sur cet objectif qu'ils vont avoir. Et bien évidemment, la première chose qui ressort, c'est leur situation de handicap. Et du coup, tout le travail se fait non pas dans la peur de sa situation de handicap et qu'elle vienne bloquer effectivement son apprentissage ou les perspectives effectivement de sa professionnalisation, mais le mettre tout à fait dans une attitude de prise de confiance en soi et d'apprivoiser sa situation de De handicap. savoir que quelque chose peut arriver, mais savoir déjà comment la personne pourra réagir, peut-être en anticipant les difficultés potentielles qui peuvent arriver. Tout à fait, Ouais. tout à fait, tout à fait. Et c'est quelque chose que je suis le premier exemple de ça. Et c'est vrai qu'on te voit, on n'imagine pas, mais comme tu le disais, finalement, quand on parle de handicap, on se dit, ben oui, c'est quelqu'un en fauteuil roulant, etc. Tu nous as dit que c'est
une petite partie. Et pour parler justement des journalistes spécifiques en situation de handicap plutôt mental, il y a le Papotin qui a permis de faire connaître les rencontres du Papotin qu'on voit sur France 2, qui a permis de faire connaître ce type de journaliste au grand public. Alors, c'est une petite fraction, mais c'est intéressant quand même d'ouvrir. Alors, c'est intéressant, Je te oui, vois dubitatif. oui, parce que on est vraiment nous dans une situation de personnes qui vont s'intégrer dans un milieu professionnel où il y a des valides, où il y a voilà, où leur situation de handicap ne doit pas être la priorité de la pratique de leur métier. C'est eux qui vont s'adapter effectivement au contexte du métier. Dans le Papotin, on est face à des personnes et on a des personnes du Papotin qui se sont adressées à nous et qu'on n'a pas pris dans la formation et D'accord. qu'on n'a pas accompagné. Tout simplement parce qu'effectivement, il y a des conditions qui sont indispensables pour travailler dans nos métiers et sur lesquelles on est obligé de mettre une barrière. C'est-à-dire que toutes les situations de handicap ne seront pas forcément compatibles avec nos métiers. Nous, il est nécessaire effectivement que la personne déjà ait une situation de handicap stable. On est dans des métiers effectivement où on a besoin de pouvoir compter sur la personne. D'accord. De la même manière, la situation de handicap ne doit pas être contrainte effectivement par des prises de médicaments qui vont, nuire à l'apprentissage ou nuire à la pratique du métier. Ça se comprend assez aisément et surtout dans des troubles de handicap mental, des prises, d'antidépresseurs ou de certains médicaments peuvent totalement altérer effectivement l'énergie de la personne. Donc ça ne sera pas compatible effectivement avec la pratique de nos métiers sur lesquels on est à 200. On prépare notre public aussi face à des métiers qui génèrent du stress, où on a besoin de gérer ses émotions, où on a besoin effectivement de pouvoir être le plus en maîtrise Mmh. effectivement de son outil de travail. Et il y a certains métiers, on parlait de mobilité réduite et même si à chaque fois que je le dis, j'ai les foudres effectivement des puristes du handicap, et du CNCH, du Conseil national du handicap, mais c'est une réalité. On ne formera pas des personnes à mobilité réduite comme assistants réalisateurs. Tout simplement parce qu'un assistant réalisateur dans les métiers pas un assistant d'émission, mais un assistant de réalisateur dans le cinéma, va devoir, être dans des lieux qui sont pas forcément accessibles, et c'est comme ça, c'est inhérent effectivement à cette maxime à laquelle on n'échappe pas: «Pas de bras, pas de chocolat», quoi. Je veux dire, c'est comme ça, et je sais que si je pourrais former une personne comme assistant réalisateur à mobilité réduite, bien évidemment, nos locaux sont totalement accessibles, dans ce sens-là, mais ça n'aurait pas de sens puisque je formerais une personne qui aurait pas de travail derrière, donc à qui on donnerait pas d'emploi. Donc c'est ça qui est important aussi de comprendre et surtout ce qui est important aussi dans nos métiers, je le disais tout à l'heure, on est dans des métiers qui sont des métiers collaboratifs, donc que la personne soit susceptible de pouvoir travailler à plein temps. Le schéma pédagogique qu'on a mis en place met vraiment notre public dans une situation où pendant 8 heures, ils sont en formation en conditions réelles de travail. Souvent les uns et les autres, comme on n'a qu'un centre de formation sur, la région parisienne, et qu'on est les seuls effectivement, donc on reçoit des personnes de partout, des personnes qui des fois ont du trajet pour nous rejoindre, donc ça fait des journées qui sont conséquentes. Mmh. Je dirais que c'est un des critères, c'est-à-dire que les personnes suivent au moins la première partie de formation jusqu'au bout et il arrive que certaines personnes abandonnent, tout simplement parce que le rythme, elles n'arrivent pas à le tenir Oui. à cause de leur situation de handicap. Alors on ne les met pas volontairement à la schlag en disant: «Vous allez y arriver coûte que coûte». On y va petit à petit effectivement et tout se passe de manière très ludique. On a des groupes qui sont totalement enthousiastes, mais faut ces conditions-là sont incontournables, quoi. Voilà, vous n'êtes pas dans une utopie, 100 des personnes en situation de handicap trouveront un travail. Non, la réalité du métier, enfin la réalité déjà de leur situation fait que certains pourront ou ne pourront pas, en tout cas dans certains types de métiers et puis certains, pourront très bien être très bons quelque part, mais il faut que ce soit possible et vous ne formez pas des personnes sur des métiers qu'ils sont capables de faire, mais dont la réalité rendra impossible l'accès. Ah tout à fait, tout à fait. Il faut savoir que pour une place effectivement, on accompagne 12 personnes sur 2 sessions, donc on accompagne 24 personnes par an.
pour une place, on a 30 personnes. Mmh. Donc, pour une session, c'est pratiquement une centaine de personnes qu'on est appelé à recevoir. Et bien évidemment, maintenant qu'on a quand même après 20 ans d'existence, qu'on est assez connu, il y a des personnes qui arrivent chez nous en disant: «Beh oui, je suis capable, c'est possible, tout ça, je peux le faire». Donc on a certains tests, on a certaines choses pour les accueillir. Puis on attend surtout la motivation. Voilà, quels sont tous vos différents critères justement? Ah bah, les différents critères, c'est principalement la motivation et le fait de, d'être principalement on est sur des métiers passion, on est sur des métiers effectivement où on aura forcément en face de nous une personne qui se dit: «Ça va être possible pour moi à travers Jarris», et qui a un enthousiasme. Donc cette motivation, on l'a, mais il faut qu'on l'ait pour les bonnes raisons. Mmh. C'est-à-dire que comme principalement, bah, on accompagne notre public pour être professionnalisé et donc on est accompagné par les entreprises effectivement, dans ce sens-là. Puis on a la chance d'avoir quelques partenaires qui sont des partenaires prestigieux, c'est même si on aurait besoin d'en avoir 3 ou 4 fois plus. Heu, c'est je perdais le fil effectivement sur lequel j'étais. Les critères, donc les critères de, bah, voilà, pour, bah, accéder à ces formations, parce qu'il y Oui, a beaucoup de personnes qui postulent, mais tu dis une place sur, 30, c'est ça? Ou oui, c'est ça, c'est ça. Oui, au-delà de ces critères-là, oui, pardon. Au-delà de ces critères-là, c'est effectivement d'avoir un esprit d'entreprise, de savoir effectivement à un moment donné, on prépare notre public, par rapport à ça, à à se projeter en étant dans le contexte d'un métier, et de découvrir les métiers, mais de pouvoir se positionner dans un métier, mais au service d'une entreprise. ouais. Et dans le contexte effectivement, du métier vers lequel ils vont se diriger. On n'accompagnera pas des personnes qui viennent vers nous en disant: «J'ai une superbe idée de court métrage, j'ai une superbe idée de long métrage, je voudrais développer mon scénario». On n'accompagne pas des personnes sur des projets personnels. Oui. Ils pourront par la suite développer des projets personnels, mais la première chose effectivement est de leur faire comprendre qu'ils ont besoin de maîtriser, en fonction de leur personnalité, le métier futur vers lequel ils ont et surtout, et c'est là un grand pan effectivement de notre travail, de pouvoir convaincre une entreprise et c'est pour ça qu'on intervient énormément dans les entreprises pour leur dire: «Mais c'est possible, ces personnes en situation de handicap, c'est pas des personnes qui sont déglinguées de partout et vers lesquelles il faut être en permanence effectivement, avec elles, quoi». Quels sont vos leviers justement auprès des entreprises pour, justement à ce que ces personnes puissent trouver ensuite un emploi après leur formation? C'est compliqué. C'est difficile effectivement parce que on a fait pendant longtemps et on continue à le faire, une sensibilisation auprès des managers, auprès des salariés en disant: «Je vous mets un bandeau sur les yeux, puis vous allez voir ce que c'est d'être aveugle. Je vous mets un casque sur les oreilles et puis vous allez plus rien entendre, vous allez voir ce que c'est d'être sourd». Pareil en se mettant en fauteuil. Comment on fait effectivement avec les handicaps mentaux? Comment on fait avec les handicaps psychiques? Donc non, on a oublié effectivement on n'a même Ça sert à pas rien. oublié que on n'a pas conscience, on a du mal à avoir conscience et surtout en France, il faut voir que, heu il y a quelques semaines, le défenseur des droits vient encore pour la 8e année, de nommer la France comme étant le pays le plus discriminant pour les personnes en situation de handicap. Sachant qu'on est la dernière industrie en taux d'emploi des personnes en situation de handicap, sans faire trop de raccourcis, on est la première industrie en discrimination des personnes en situation de handicap. Donc, il y a un vrai travail de fond à faire. Alors qu'est-ce qu'on pourrait faire? Quelles seraient des idées d'actions concrètes qu'on pourrait mettre en place pour faire changer les choses enfin? Accueillir les personnes en situation de handicap dans ces équipes sans se dire: «C'est une montagne», parce que nous, on a préparé effectivement notre public en fonction de ça. Maintenant, en connaissance de cause, chaque personne est accompagnée par un conseiller en insertion, heu, qui va, accompagner la personne sur les premiers stages avec les écoles, sur les premiers moments en entreprise, tout simplement, effectivement et avec la personne pour préparer les personnes qui vont le recevoir aux petites choses qu'il y a besoin d'avoir
pour accompagner la personne dans les meilleures, conditions. On se retrouve, des fois avec, des personnes dans le champ autistique, qu'il faut pas toucher, qui ont un rapport social qui sont vraiment au 1er degré, qui ont encore besoin d'être régulièrement, rassurés et qui vont peut-être, régulièrement dire: ça va, tu es sûr que mon travail ça va? Ça va?» Mmh. donc Mais ça veut dire un conseiller en insertion par personne en situation de handicap? alors un conseiller qui va suivre plusieurs Plusieurs personnes personnes, donc ça effectivement. demande un dispositif, c'est-à-dire il faut C'est les payer ces gens-là? c'est là que c'est compliqué, sachant qu'on reste une association, qu'on n'est pas comme les comme les écoles effectivement, assujetties à la taxe d'apprentissage. Donc nos financements, ils sont au niveau seul de la taxe d'apprentissage, pas de dérogation du ministère du Travail, mais qu'on a mis en place un système de financement des entreprises qui leur permet effectivement d'être déductibles de leur contribution à GEFIP, donc pour elles, c'est un coût zéro. Heu, Pour l'emploi de situation personnes pour l'accueil de ces personnes en d'accueil. situation de handicap et pour le financement de la formation. Les personnes qu'on accompagne avec des professionnels effectivement, qui sont des professionnels en activité, mais qu'on avait une grande part de bénévolat pendant un temps et puis très vite on s'est rendu compte que ça ne tenait pas parce que, un intermittent du spectacle, quand il y a un boulot qui lui tombe dessus, heu, il ira vers le boulot et il restera pas voilà. Donc, on a dû professionnaliser effectivement, les intervenants qu'on a et puis on a besoin de matériel, on a besoin de locaux, Des intervenants, des gens qui sont là pour accompagner. Il faudrait du budget pour avoir plus de matériel, des locaux. Il y a des obligations au niveau des entreprises en termes d'accueil de personnes en situation de handicap à ce jour? tout à fait, tout à fait, tout à Ça fait, aide aussi? tout à fait, mais comme je vous le disais, heu, il y a des budgets qui sont consacrés, il y a des missions handicap qui se sont créées. Les entreprises se font beaucoup de difficultés par rapport à ça et surtout effectivement et là on est en train d'essayer de vraiment, s'engager auprès des écoles, mais on a des écoles, de cinéma, mais des entreprises de cinéma parce qu'on parlait de l'intermittence du spectacle et c'est là qu'est la plus grande difficulté. Ouais. Une personne, qui va vouloir se diriger vers le métier d'opérateur de prise de vue comme c'est actuellement le cas, qui a des qualités extraordinaires, qui a une vingtaine d'années, qui est dans le champ autistique, mais c'est sa passion et puis il est exceptionnel. On n'arrive pas à lui trouver une entreprise parce qu'on est dans des métiers qui sont principalement liés à l'intermittence du spectacle, à part si on va chez un prestataire ou si on va chez quelqu'un comme Novelty effectivement, par exemple, que vous aviez tout à l'heure, en interview, mais pour aller vers le terrain, sur un tournage par exemple, un tournage, ça va durer aujourd'hui, ça dure 6 semaines un tournage de long métrage. Quand on sait que pour, rejoindre une école et principalement en alternance, c'est sur 2 ans, il faut qu'on arrive à trouver effectivement 2 ans d'emploi Ah ouais. en tant que stagiaire pour que la personne puisse suivre l'alternance au niveau des l'école et que ça soit pris en charge. Parce qu'une chose que j'ai oublié de préciser et qui est importante, c'est que notre public, qui est en précarité, physique, ou psychique, et aussi en précarité économique la plupart du temps. Donc on a mis en place le fait que nos formations et on est aussi beaucoup aidé par France Travail et on l'était beaucoup jusqu'à début 2025 par la GEFIP, qui maintenant s'est désolidarisée de tout ce qui touche à la formation, malheureusement. Heu, mais quand voilà, on a il y a ce besoin de effectivement de rentrer dans cette, dans ce dans le fait que les entreprises du cinéma se rassemblent entre elles et en disant: «Voilà, on va prendre ensemble un stagiaire qui va être sur plusieurs tournages Oui. et qui va pouvoir en parallèle effectivement faire son Et alternance». comme vous l'aviez dit, effectivement, pour ça, il faut que les gens prennent conscience aussi qu'il y a différents types de handicaps et qu'il y a des handicaps qui sont tout à fait compatibles avec certains postes dans les postes qu'ils proposent. En tout cas, bravo pour tout ce que vous faites. Bravo aussi de vous être réinventé suite à votre accident. Merci d'avoir témoigné. Merci. Alors je voulais juste préciser une petite chose parce Je qu'elle vous en elle est importante, c'est que justement dans ce sens-là, on est en train de mettre en place du mentorat,
aidant de Jarris. Et j'avais dernièrement effectivement un peu mon mentor à moi qui est Philippe Rousselot, qui est le directeur de la photo de Tim Burton. J'avais dernièrement Jean-Marie Drejoux qui est le directeur de la photo du film de Yann Arthus, entre autres. Un petit truc en plus. Voilà, tous les grands directeurs de la photo sont en train de se fédérer autour de Jarris pour être des mentors, tuteurs et accompagner notre public. Et je suis en train de le faire dans tous les corps de métier aujourd'hui. Eh bien, si vous êtes mentor, n'hésitez pas à contacter Eric Kanda. Merci beaucoup, Eric Kanda. Merci Bravo beaucoup. encore. Et évidemment, n'hésitez pas à retrouver sur le site de l'EMC, sur les réseaux sociaux de l'EMC, les différentes rencontres qu'on a fait aujourd'hui dans le cadre de cette journée porte ouverte. Et puis, merci de nous avoir suivis et à très bientôt.